L'Europe est pleine d'innovations, c'est un fait. Mais alors, pourquoi a-t-elle autant de mal à transformer ses startups les plus prometteuses en géants mondiaux, comme le font les États-Unis ou la Chine? C'est la question qu'on va creuser ensemble. On va décortiquer les raisons pour lesquelles tant de pépites européennes peinent à décoller. Et vous allez voir, ce n'est pas juste une histoire de business, c'est un véritable enjeu de souveraineté pour tout le continent. Alors, voilà notre programme. On commence par poser le décor, le défi de l'innovation. Ensuite, on plonge dans la mécanique du capital risque pour bien comprendre de quoi on parle, puis on s'attaque aux deux gros freins, le labyrinthe des réglementations et le casse-tête fiscal. Après ça, on verra les solutions qui commencent à émerger et on terminera en se demandant si finalement l'Europe n'est pas engagée dans une véritable course contre la montre. Allez, on attaque directement avec le cœur du sujet. Aujourd'hui, être capable de faire grandir ses propres champions de la technologie, ce n'est plus seulement une question de croissance économique. Pas du tout. Dans le monde actuel, avec ses tensions géopolitiques, c'est devenu un enjeu de sécurité nationale, un enjeu de souveraineté pour l'Europe, tout simplement. Pour bien saisir pourquoi l'Europe est à la peine, il faut d'abord comprendre le moteur qui fait tourner la machine à créer des géants, le capital risque. En quelques mots, c'est quoi? C'est l'art d'investir de l'argent privé dans de jeunes boîtes innovantes. On fait un pari sur leur capacité à changer la donne et au passage à générer d'énormes profits. Ce système, il fonctionne avec deux types d'acteurs principaux. D'un côté, il y a ceux qu'on appelle les limited partners, ou LP. Pensez aux fonds de pension, aux assureurs, ce sont eux qui ont l'argent et qui le placent dans le fonds. Et de l'autre côté, on a les General Partners, les GP. Eux, ce sont les gestionnaires du fonds. Leur boulot, c'est d'être des détecteurs de talents, de dénicher les pépites et de décider où investir. Et il faut bien avoir en tête que c'est un marathon, pas du tout un sprint. Un fonds de capital risque, ça dure en général une dizaine d'années. Les gestionnaires lèvent de l'argent, ils l'investissent dans plusieurs startups, ils les aident à grandir, et puis bien des années plus tard, ils revendent leur part. L'objectif final, distribuer un joli pactole à ceux qui ont mis l'argent au départ. Mais attention, ce pari sur le long terme a une petite particularité. C'est ce qu'on appelle l'effet de la courbe en G. C'est simple, au début, le fonds perd de l'argent sur le papier, forcément il y a des frais et les investissements n'ont pas encore eu le temps de porter leurs fruits. Les vrais gains n'arrivent que bien plus tard. Et cette phase de départ dans le rouge, eh bien ça peut faire un peu peur aux gros investisseurs institutionnels qui sont souvent assez prudents. Et là, on touche au cœur du paradoxe européen. On a un marché unique, mais qui n'est pas du tout unique quand il s'agit de faire circuler les capitaux. Gérer un fonds d'investissement en Europe aujourd'hui, c'est comme essayer de s'orienter dans un labyrinthe avec 27 législations différentes. Pour que ce soit encore plus clair, on a une petite analogie. Imaginez un chauffeur de camion qui devrait changer ses pneus et son permis de conduire à chaque fois qu'il passe une frontière dans l'UE. C'est absurde, non? Eh bien, c'est exactement le genre de casse-tête administratif que vivent les fonds de capital risque qui veulent travailler à l'échelle européenne. Regardez ce tableau, c'est assez parlant. Vous voulez vendre votre fonds? En France, c'est gratuit. Au Luxembourg, hop, 2 650 €. En Espagne, 1 500. L'Espagne vous oblige à avoir des administrateurs locaux, d'autres pays vous le conseillent juste. Le capital de départ pour un gestionnaire, ça va d'1 € symbolique en France à 1 million en Italie. Chaque petite différence, c'est un grain de sable dans la machine. Et à la fin, ça crée une friction énorme qui ralentit tout et fait grimper les coûts. Et comme si ça ne suffisait pas, il y a d'autres règles dites prudentielles qui agissent comme un énorme frein à main. Pour un assureur, par exemple, la réglementation Solvabilité 2 rend l'investissement dans une start-up tellement coûteux en fonds propres qu'il préfère ne pas y toucher. Pour un fonds de pension, le fameux principe de la personne prudente se transforme en une montagne de paperasse qui décourage même les plus optimistes. Bon, après le labyrinthe des règles, on passe au deuxième gros obstacle, le casse-tête fiscal. Et là encore, c'est un mélange d'incertitudes juridiques et, disons-le, d'habitudes culturelles bien ancrées qui compliquent tout. Le nerf de la guerre, ici, c'est ce qu'on appelle le carried interest. En gros, c'est la part du gâteau qui revient aux gestionnaires s'ils font du bon boulot. Le problème, c'est que sa taxation en Europe, c'est une vraie loterie. Dans un pays, c'est considéré comme un gain en capital, donc peu taxé. Juste à côté, c'est vu comme un salaire, et là, les impôts sont au maximum. Cette absence totale d'harmonie crée une incertitude qui paralyse les fonds pan-européens. Et à tout ça s'ajoute un réflexe quasi culturel, le biais domestique. C'est simple, les investisseurs, surtout quand ils sont publics, préfèrent massivement mettre leur argent dans des fonds de leur propre pays. C'est plus simple, ils connaissent les règles, les gens. Le résultat? Au lieu d'avoir un immense océan de capitaux européens, on se retrouve avec 27 petites mares bien séparées. Difficile de créer des vagues dans ces conditions. Bon, le constat est un peu rude, c'est vrai, mais tout n'est pas sombre, loin de là. Des solutions commencent à apparaître un peu partout. Alors voyons comment certaines initiatives politiques essaient de débloquer cet immense potentiel.
Pour bien comprendre de quoi on parle, accrochez-vous à ce chiffre, plus de 10 000 milliards d'euros. C'est la somme colossale gérée par les fonds de pension et les assureurs en Europe. C'est une véritable montagne d'argent qui pour l'instant ne sert quasiment pas à financer l'innovation. Une fortune qui dort. Heureusement, face à ce constat, les choses commencent à bouger. Au Royaume-Uni, par exemple, le Mansion House Compact pousse les fonds de pension à investir 5% de leur argent dans des entreprises non cotées. En France, on a eu l'initiative Tibi qui a réussi à orienter plusieurs milliards d'euros de l'épargne vers la tech. Bref, ces exemples montrent bien que quand il y a une volonté politique, les choses peuvent changer. Et le point commun de toutes ces réussites, c'est une approche pragmatique, intelligente. Il ne s'agit pas d'imposer des règles d'en haut de manière rigide, mais plutôt de créer des partenariats, de travailler main dans la main. La clé du succès, semble-t-il, c'est quand l'État ne joue pas les gros bras, mais plutôt le rôle de facilitateur. Il crée un cadre, il l'incite et il laisse le capital privé oser financer les géants de demain. On arrive au bout de cette analyse. Et tout ça nous amène à une dernière question, qui est peut-être la plus cruciale de toutes. L'Europe est-elle finalement engagée dans une course contre la montre? Au fond, la question est assez simple. Est-ce que l'Europe aura le courage politique de faire tomber ses propres murs financiers pour enfin bâtir les champions dont elle a désespérément besoin? Ou bien va-t-elle continuer à regarder, un peu passivement, ses meilleures innovations traverser l'Atlantique pour devenir des géants ailleurs? L'avenir de sa souveraineté technologique est en jeu.